Bonjour à tous, je suis Guillaume Morand, fondateur du site Acheter de l'art. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Internet, les réseaux sociaux et Facebook en particulier, je vous en remercie. Au sein du guide Acheter de l'art, notre rubrique conseil remporte un vif succès et nous avons décidé cette année d'enrichir la formule en vous proposant régulièrement des webinaires. Le principe est simple, évidemment, c'est de vous proposer quelque chose d'interactif, du plus interactif possible, de répondre à vos questions concrètes en temps réel, et des questions qui sont liées évidemment à tout ce qui est art, achat d'art et collection. Pour commencer en beauté, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maître Ophélie Dantil, avocate spécialiste en droit fiscal, droit du marché de l'art, que vous connaissez évidemment, ou en tout cas certainement, si vous suivez Acheter de l'art, puisqu'elle publie régulièrement des articles. Pour mémoire, avant de commencer, ce webinaire vous est proposé à titre informatif et gracieux, et il n'engage pas la responsabilité d'Acheter de l'art ni de Maître Dantil. Avant de laisser la parole à Ophélie, je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions pendant le live. Ça se passe ici, en laissant des commentaires, en partageant, en likant, évidemment. Alors, Ophélie, je vais te laisser la parole. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour à tous. Alors, nous allons parler de 3 points principaux. Le premier, c'est la déclaration d'impôt des collectionneurs qui ont acheté et qui auraient vendu des œuvres d'art en 2017. Le deuxième sujet sera plus spécialisé par rapport à la déclaration fiscale des artistes, mais vraiment rapidement, ce n'est qu'un balayage évidemment, on ne rentre pas dans le détail certain. Et le troisième point, un point d'actualité qui est souvent soulevé par les internautes et puis par mes différentes demandes auxquelles je peux répondre, c'est la location d'œuvres d'art et l'achat d'art par les professionnels, entreprises ou indépendants. Voilà. Donc, premier point, les collectionneurs. Alors, les collectionneurs, peut-être que vous savez, quand vous revendez une œuvre d'art, quelles que soient les modalités d'acquisition, lorsqu'on vend une œuvre d'art, eh bien, la cession, le prix de cession qu'on obtient en échange est imposable. Principalement, s'agissant d'œuvres d'art, soit des œuvres d'art, c'est assujetti à une taxation forfaitaire de 6,5% qui est calculée sur le prix de vente. Et cette taxation, on la déclare dans le mois qui suit la vente via une imprimée spécifique qui est l'imprimé numéro 2091. Voilà, c'est l'imprimé spécial pour la taxation forfaitaire sur les objets d'art et objets de collection, véhicules de collection notamment, et métaux précieux, et elle est de 6,5%. Donc, pas de déclaration d'impôt sur le revenu à faire au mois de mai, puisque d'ores et déjà, vous êtes acquitté de votre impôt par le biais de ce formulaire qui est rédigé, je rappelle, le mois qui suit la session. Si on ne fait pas cette déclaration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y aura des intérêts de retard, 0,4% par mois de retard, et puis une amende qui est de 24% du prix éludé. Donc, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher de ne pas faire cette déclaration, sachant que ça reste quand même une taxation très avantageuse. Si vous détenez le bien depuis plus de 22 ans et que vous êtes en mesure de prouver la date d'acquisition de cette œuvre, parce que vous l'avez reçue en donation, lors d'une succession, etc., et qu'elle a été identifiée, et que alors vous aurez le bonheur d'être exonéré de plus-value, puisque on peut opter pour le régime des plus-values classiques, on va dire, qui consiste à déduire du prix de vente le prix d'acquisition de l'œuvre et de bénéficier sur cette différence d'un abattement de 5% de la deuxième année de détention. C'est la raison pour laquelle, au bout de 22 ans, on considère que ce bien est exonéré. Il faut pouvoir le justifier auprès de l'administration fiscale, bien évidemment. Donc, si vous détenez, vous êtes en mesure de prouver que ce bien, vous le détenez depuis plus de 22 ans, eh bien, ça vaut le coup d'opter pour le régime de la plus-value mobilière et non pas du régime général qui est celui de la taxation forfaitaire.
Et puis, si vous n'êtes pas en mesure, vous pouvez toujours avoir un avantage à l'appliquer ce régime dès lors que, par rapport à la durée de détention, vous aurez un abattement significatif. Une fois qu'on a déterminé cette plus-value, et si le prix de vente, finalement, se rapproche du prix d'acquisition, donc on a un différentiel beaucoup plus réduit, à ce moment-là, il faut déclarer, toujours dans le mois qui suit la date de cession, il faut faire sa déclaration qui est l'imprimé numéro 2092-SD. Donc, c'est cet imprimé-là, le 2092-SD, qui est spécifique aux plus-values sur objets d'art et véhicules de collection et objets précieux. Pourquoi donc ces imprimés-là que j'ai cités, 2091 et 2092-SD, vous les trouvez, vous les téléchargez sur info.gouv ou sur Internet, vous l'imprimez, vous le remplissez, c'est plutôt simple à remplir, et vous l'adressez au service d'impôt, dont vous êtes votre service d'impôt des particuliers, celui auprès duquel vous adressez votre déclaration d'impôt sur le revenu, et vous envoyez le chèque qui correspond au droit calculé par vous. Ophélie, j'ai une question. Oui. En cas on est aujourd'hui en télédéclaration, c'est quand même un élément qu'on doit poster, qu'on doit imprimer, poster, envoyer par la poste? Bah oui. D'accord. C'est curieux, mais pour être honnête, c'est pas la déclaration très connue du service des impôts. Non, mais c'est bien vu, effectivement, de rappeler à nos internautes. Donc, il faut l'envoyer. Je pense pas sur impôt.gouv qu'on ait enfin, quand on se connecte sur son impôt.gouv, je suis pas sûre qu'on le trouve, non. Parce qu'il est déconnecté de la déclaration d'impôt sur le revenu. D'accord. C'est vraiment séparé de la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, oui. Même au niveau du virement, on pourrait faire un virement et je suis pas certaine qu'on puisse le faire. Voilà, c'est une déclaration qui s'en adresse comme ça. Et bien évidemment, vous l'envoyez en LRAR, recommandé, accusé, réception, avec un petit courrier d'envoi. Voilà, ça c'est fondamental. Vous en gardez une copie, vous gardez une copie de vos pièces. Attention, j'attire votre attention et ça c'est très important. C'est que en revanche, si vous avez fait une cession en 2017, il faut quand même indiquer que vous avez opté pour le régime des plus-values. Donc le deuxième dont je vous ai parlé, non pas la taxation forfaitaire, mais les plus-values, il faut cocher la case sur votre 2042C, donc la déclaration complémentaire d'impôt sur le revenu. Donc, cochez bien la case 3V2. Donc, c'est la 2042C 3V2. Et il faut cocher cette case-là et indiquer le montant de la plus-value. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette somme, même si elle a déjà payé l'impôt, elle entre dans votre revenu fiscal de référence. Et le revenu fiscal de référence sert à déterminer notamment la contribution sur les hauts revenus, permet d'appliquer certains avantages fiscaux par rapport à plein d'autres avantages ou d'autres concepts fiscaux, mais ça serait trop long d'en parler, qui pourraient vous plafonner certaines choses. Donc, si vous ne le marquez pas, le service d'impôt pourrait le contrôler et vous le reprocher et vous redresser sur d'autres choses que ce point de cession. Ouais, donc j'insiste, je rappelle, vous cochez bien la case 3V2 sur la 2042C. Si vous avez fait des cessions en 2017 qui ont ouvert droit à l'impôt sur les plus-values que vous avez déclarées dans le mois qui suit la cession, donc en 2017, sur votre 2092 SD. Évidemment, c'est chaque année, si vous vendez en 2018, ce sera la même chose. Voilà. Ok, c'est clair. Voilà un rapide aperçu sur la fiscalité du collectionneur. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, on peut peut-être continuer, effectivement. Ouais, on continue. Et puis, de toute façon, les questions peuvent intervenir au fur et à mesure. Exactement. Et même ultérieurement, j'en profite ultérieurement. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et on tâchera d'y répondre. On reviendra sur ce point plus tard. Ophélie, je te laisse aborder le deuxième point. Oui, alors c'est la fiscalité des artistes. Donc là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est complexe. Vous me posez souvent des questions sur votre fiscalité. Souvent, les artistes qui passent du statut amateur au statut professionnel, on devient professionnel dès qu'on fait une session d'œuvre d'art. Donc, dès qu'on cède une œuvre, en principe, il faut aller s'immatriculer au l'URSSAF, car c'est l'URSSAF
qui est le centre compétent pour vous donner un numéro SIRET et qui fera tout le lien avec les autres services, d'accord, indépendamment de la maison des artistes. Donc, l'artiste qui s'installe, qui se crée, en général, la première année, voit un peu comment son business fonctionne. Et puis, donc, si en 2017, un artiste a commencé à vendre des œuvres et qu'il n'a pas tenu une comptabilité spécifique, ce qui est souvent le cas, eh bien, mon conseil, c'est de se mettre au micro-BNC. Le régime du micro-BNC, c'est pour tous les prestataires de services qui sont dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, donc les artistes, qui réalisent un chiffre d'affaires au titre de l'année d'avant et l'année antérieure, inférieur à 170 000 euros, peuvent bénéficier du régime micro, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs recettes et l'administration fiscale appliquera automatiquement un abattement de 34%. Les 34%, c'est les frais professionnels qui n'ont pas été pris en compte, pour lesquels on n'a pas besoin de produire des justificatifs. Donc, ça, c'est un régime intéressant, dès lors que vous avez fait une année où vous n'avez pas non forcément beaucoup de dépenses, ou des dépenses qui sont inférieures à 34% du chiffre d'affaires réalisé. Vous n'avez qu'à déclarer sur cette déclaration qui est la 2042C professionnelle, pro, la 2042C pro. Je le note, 2042-C pro. Ouais. Alors là, vous marquez juste votre chiffre d'affaires et puis, eh bien, l'administration fiscale appliquera automatiquement l'abattement de 34% dessus et vous serez imposé sur le net qui se rajoutera aux autres catégories de revenus que vous avez. Ce régime du micro-BNC n'apporte aucun autre avantage que celui-ci. C'est que c'est pour éviter d'avoir à tenir une comptabilité et de tenir ses charges. Si vous êtes un peu plus structuré et que vous avez des dépenses et que vous décidez de passer à la vitesse supérieure, ou pas, hein, c'est pas une question de faire plus ou moins de chiffres. Même si vous faites moins de 170 000 euros, vous pouvez quand même avoir envie de vous mettre sur le régime de la déclaration contrôlée. Alors, la déclaration contrôlée, eh ben, il faut qu'on cumule les recettes, on déduit les dépenses professionnelles. Les dépenses professionnelles sont les dépenses qui sont liées à la réalisation d'activités, donc c'est pas n'importe quelle dépense non plus. Et ce bénéfice net, après, ouvre droit est déclaré sur la 2042C Pro, mais dans la catégorie non pas micro, mais déclaration régime réel, déclaration contrôlée. Et là, on a plusieurs régimes fiscaux avantageux qui peuvent s'appliquer dès lors que vous optez pour ce régime de la déclaration contrôlée. Donc, pour ce faire, je vous invite quand même à avoir un expert comptable qui vous aidera et qui vous structurera à bien tenir cette déclaration. Pourquoi? Parce que il va falloir aussi que vous adhériez à un centre de gestion agréé. Le centre de gestion agréé, c'est un peu le quitus de l'administration fiscale. Et si vous optez pour le centre de gestion agréé, si vous n'optez pas pour le centre de gestion agréé, plutôt, vos revenus nets seront majorés de 25%. Voilà. C'est pas une sanction, mais c'est en fait parce que c'est une longue histoire de fiscalistes. Mais avant, on pouvait bénéficier d'un abattement. Cet abattement a été intégré dans le barème. Donc, si vous n'avez pas ce centre de gestion agréé, vos revenus seront majorés de 25%. C'est pas neutre. Donc, il faut bien en tenir compte et bien se mettre en règle avec ça. Et Ophélie, et comme le centre... Ouais. Oui, sur ce centre de gestion agréé, comment ça se passe? Est-ce que l'inscription se fait facilement? L'inscription se fait facilement, c'est payant, mais il faut le faire. Il y a un délai de prescription, donc pour une année en cours, il faut le faire de mémoire avant... Par exemple, si on commence à réaliser son activité cette année, il faut penser à le faire avant mars de l'année prochaine. D'accord. Mais là, j'ai un doute, donc je me réserverai le droit de répondre, mais voilà, de plus préciser ultérieurement. Voilà, donc là aussi, il faut vraiment être très prudent par rapport à ça. C'est très bien de se mettre en déclaration contrôlée parce que, vous aurez l'assistance d'un expert comptable. 2, vous êtes visé par le centre Laga qui est un peu la pré-chambre, et je reviendrai
reviendrai sur ce sujet après en point 3, qui est un peu la préchambre des services des impôts. Donc, une fois qu'il vous donne un quitus, ça donne une bonne position pour que votre dossier soit contrôlé par l'administration fiscale dans de bonnes conditions. Voilà. C'est un peu le sphinx, on va dire. Le sphinx. Voilà. Et donc, une fois que si vous êtes en déclaration contrôlée, l'avantage, c'est que si vous êtes, au titre de votre première année d'activité, et au titre des 4 années suivantes, donc pendant 5 ans, votre bénéfice que vous avez déterminé, donc je rappelle, c'est vos recettes, moins vos dépenses professionnelles, ce bénéficie d'un abattement de 50%. 50% quand même. Ouais, 50%, c'est énorme. Donc, c'est même plus intéressant que le micro. Voilà. Donc, pendant 5 ans. Donc, c'est vraiment très, très intéressant d'être mais pour bénéficier de ces 50%, il faut vraiment être créé depuis moins de 5 ans et puis être sous le régime de la déclaration de contrôle. Ensuite, une fois qu'on n'est plus dans ce régime-là, on pourra toujours opter pour un article qui est 100 bis du Code général des impôts et qui permet un lissage, c'est-à-dire que l'administration fiscale, enfin, le législateur fiscal plutôt, pas l'administration fiscale, celui qui fait les lois, c'est le législateur fiscal, considère que certains artistes peuvent gagner une année, moins une autre, etc. Donc, on peut opter pour un lissage et faire la moyenne de ses revenus au titre de 3 années ou de 5 années. C'est sur option. Et on peut bénéficier de cela sur toute sa production artistique ou littéraire même. Voilà. Voilà sur ces 2 points principaux, les 2 premiers points, la fiscalité des collectionneurs et le deuxième point, la fiscalité des artistes. Bien évidemment, juste une dernière précision, les artistes bénéficient toujours d'une TVA auto-réduite de 5,5 sur la cession de leurs œuvres d'art. C'est un vrai. On a au sein des conseils du guide Acheter l'art, il y a tu as publié plusieurs articles sur ces différents sujets. C'est vrai que sur les aspects TVA, ça a été très détaillé. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par les internautes. Alors attention, j'attire votre attention, mais alors pour l'instant, c'est dans les projets dont on entend parler au niveau européen. Il est possible que cette TVA auto-réduite soit remise en question. Dans le bon sens ? Non. Okay. Bon, écoutez, on est au niveau directive européenne. Il faut l'unanimité de tous les États, voilà. Mais en attendant, c'est vrai que les taux de TVA, ce sont des taux spécifiques, donc on est censé avoir une harmonisation entre États membres. Chaque État peut choisir dans certaines conditions un taux réduit, et là, visiblement, ça peut bouger. Donc, c'est quel horizon? C'est 2019? 2022, grand max. D'accord. 2022. Enfin, okay. 2022. Bon. Voilà, c'est ce qui se dit, hein, mais quand ça se dit, on en parle. C'est un sujet. Ok. Voilà. Tu veux passer au 3e point? Oui, 3e point. Donc voilà, ça c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. On voit beaucoup de structures qui proposent à des entrepreneurs plutôt profession libérale. Et je vous expliquerai pourquoi. D'acquérir des œuvres d'art ou de les louer pour pas très cher en faisant passer la charge sur leur structure professionnelle. Ophélie, c'est quoi? C'est de la LOA? C'est de la location avec option d'achat? Alors, déjà, c'est quasi de l'acte normal de gestion. Voilà, il faut être clair. Donc là-dessus, voilà. Il y a pas mal de questions. Je vais vous expliquer parce que on en parle beaucoup sur Internet, on ne sait pas trop ce qu'il en est, donc effectivement, alors, attention, ton propos est le bienvenu. Attention. Bon, chaque cas est particulier et chaque cas est unique, d'accord? Donc, ce que je dis, il faut pas en prendre. Enfin, ce que je dis, c'est la réalité fiscale qui s'applique au droit de l'art. C'est important d'en avoir conscience. Premier point, je vais vous expliquer le cheminement, pourquoi on arrive là et pourquoi c'est comme ça. Il y a un dispositif très particulier qui permet à des entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés de bénéficier d'un régime fiscal de faveur qu'on appelle le mécénat d'achat d'œuvres d'art d'artistes vivants. Si une entreprise achète une œuvre d'art d'un artiste qui est vivant au jour où elle achète l'œuvre d'art, alors elle peut déduire chaque année 1/5 de la valeur de cette œuvre d'art. Dans la limite de chaque année, ce
ce 20% ne doit pas dépasser, doit être inférieur à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de la société. Bon, le calcul est un petit peu pas si compliqué que ça, mais voilà. On a le droit de déduire un cinquième du montant de l'achat d'œuvres d'art d'artistes contemporains, d'accord, avec un plafond qui est limité à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Chaque année, on vérifie que son cinquième est bien inférieur à 20%, à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Et cette déduction, parce que c'est une déduction sur laquelle après on applique l'impôt sur les sociétés à 33 un tiers, cette déduction on la met dans une réserve spécifique. Comptablement, on la dote dans une réserve spécifique. Bien entendu, l'œuvre d'art doit être exposée au public. Il y a des conditions très strictes pour que l'art en entreprise n'ait pas une vocation de pure danseuse du chef d'entreprise, mais vraiment à une vocation générale de montrer l'art à tous. De partage, voilà. Etc. Voilà. Tu avais toutes les possibilités. Excuse-moi, mais pour les conditions, tu les avais explicitées. Oui, dans un article. Ouais, donc sur achetedart.com. Exactement. Alors, du coup, c'est vrai que l'œuvre, elle doit toujours rester dans l'entreprise. Et parce que c'est un avantage fiscal dans cette optique de mécénat et de promouvoir la culture. Il n'y a pas d'avantages fiscaux qui sont faits pour faire plaisir à un chef d'entreprise en particulier. C'est vraiment parce qu'il y a un intérêt économique et un intérêt pour l'État. D'accord? Donc, vous avez fait cette dotation. Si le jour où l'entreprise cède l'œuvre d'art, non seulement elle constatera une plus-value sur le prix de vente moins son prix qu'elle a immobilisé à son actif, et puis la déduction dont elle a pu bénéficier sera réintégrée. Donc, là, vous avez obtenu une déduction, mais si vous vendez l'œuvre d'art, ben vous serez imposé dessus. C'est un cadeau, mais un cadeau qui est encadré par des règles très spécifiques. Si vous ne respectez pas ces règles très spécifiques, et ben le cadeau, il n'y en a plus. Voilà. Alors, ça, ce sont vraiment pour les entreprises qui ont une comptabilité qui leur permet d'avoir cette dotation. Or, les professions libérales, telles que les médecins, les dentistes, etc., les avocats, selon moi, qui seraient comme entrepreneurs individuels et non pas en société, doivent faire une déclaration 2035. Et sur cet imprimé, on n'a pas cette dotation. On ne peut pas marquer cette dotation. Et dès lors que, matériellement, on ne peut le faire, ce régime fiscal de faveur dont je vous ai parlé, le mécénat d'œuvres d'art, ne peut s'appliquer. Tout simplement. Voilà. Donc, comme il ne peut pas s'appliquer, certains professionnels se disent que on doit pouvoir faire autrement. Voilà. Donc, on peut faire autrement, non plus en faisant de l'acquisition d'œuvres d'art, d'artistes contemporains, mais en faisant de la location d'œuvres d'art. Ou de la location avec option d'achat d'œuvres d'art. Alors, moi, je n'ai rien contre la location d'œuvres d'art, bien au contraire, même si certains centres de gestion agréés, les fameux centres de gestion agréés, sont moins convaincus sur le fait que la location d'œuvres d'art soit déductible des revenus professionnels. Bon, alors ça, c'est l'interprétation des centres de gestion agréés. Je rappelle que les centres de gestion agréés ne sont pas l'administration fiscale et que, à mon sens, ça dépasse un peu leurs attributions. Ça part quand même d'un bon sentiment, entre guillemets. Oui, mais il faut appliquer la loi et la loi ne dit pas expressément que la location d'œuvres d'art n'est pas déductible. D'accord? Il faut qu'une charge est déductible dès lors que la dépense est nécessitée par l'exercice de la profession. C'est la loi. Pour moi, c'est une nécessité d'avoir des bureaux qui intègrent de l'art. Ça me paraît absolument nécessaire. Voilà, mais voilà, donc là aussi, il faut. Ouais, tu as raison. Je te suis à 100%. Donc voilà, l'article 93 du Code général des impôts dit expressément on déduit les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. C'est vrai que c'est nouveau, la location d'œuvres d'art, ça apparaît depuis peu dans les stratégies, donc ça peut poser questionnement, mais après, dès lors qu'on justifie que ces œuvres elles sont bien dans les locaux, dans une salle de réception, que c'est important pour un professionnel d'avoir des locaux qui attirent la clientèle. Personnellement, je vois pas
le problème par rapport à ça. D'autant plus que certaines dépenses sont listées par cet article et on dit notamment. Donc, quand on dit notamment, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les dépenses listées dans l'article du Code général des impôts qui sont déductibles, mais c'est d'autres. La doctrine administrative qui pourrait venir un peu nous donner des précisions sur la loi ne vise pas, n'exclut pas expressément les locations d'œuvres d'art. D'accord. Là où je suis vraiment ferme dans mes propos, c'est que location d'œuvres d'art, oui, sous réserve qu'elle soit nécessitée par l'exercice de la profession. Il faut établir le fait qu'il y a un vrai intérêt à louer ces œuvres d'art. Ophélie, à partir du moment où tu reçois des clients, des prospects dans tes bureaux, ne serait-ce pas justifié? Enfin, ça suffit pas? C'est pas encore, ouais, c'est pas. Visiblement, c'est pas si clair que ça. Donc, j'attire votre attention sur le sujet, c'est que voilà, certains centres de gestion agréés ne sont pas convaincus par cette déduction. Bon, moi, je pense qu'il faut quand même le faire, il faut l'habiller. Il y a toutes des stratégies à mettre en place, d'accompagnement. On parle de plus en plus de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, pardon. C'est l'occasion de créer un comité avec ses salariés pour choisir les œuvres d'art, quel artiste on veut mettre en place. En com interne, c'est très pertinent, effectivement. Il y a tout un. Pour la com interne, il faut vraiment développer ce point-là. Voilà. Moi, si vous voulez, en fiscalité, on peut faire beaucoup de choses. Et si on ne dit rien, on n'arrivera à rien. Il y a la loi qui ne nous interdit pas de le faire, sous réserve que ce soit bien dans le cadre de l'exercice de l'activité. Et pour cela. Donc, bien entendu, si c'est une location d'œuvre d'art qui est louée, qui est dans les locaux dans la résidence principale du professionnel, évidemment, ça ne passe pas. Enfin, je suis aussi très ferme par rapport à ce sujet. Donc, la location d'œuvre d'art, je n'ai pas d'objection, moi, personnellement, mais ça n'engage que moi. D'accord. Donc, sous réserve que des conditions que je vous ai citées. La location. Excuse-moi, Félie, on a de la jurisprudence là-dessus ou pas du tout? On avait une jurisprudence sur des tapisseries de Montbuisson. Oh, d'accord. Donc, un petit peu vieux. C'est un peu, oui, c'est pas encore très riche. Voilà. Ce qui me chagrine, c'est que ce soit des centres de gestion agréés qui nous empêchent de le faire. Voilà. Parce que c'est pas eux de contrôler le professionnel. Mais c'est le premier frein et souvent l'expert comptable a plutôt tendance à suivre la position de l'AGA, Association de gestion agréée. Deuxième point, donc la location avec option d'achat. Alors, ça c'est nouveau. Enfin c'est nouveau. On entendait beaucoup parler de la location avec option d'achat pour des véhicules. Ok. Une œuvre d'art a une particularité quand même. Alors la location d'option d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est vous louez l'œuvre pendant une périodicité. L'entreprise professionnelle, l'entrepreneur individuel loue l'œuvre d'art et puis au terme de cette location, il lève l'option pour un prix qui tient compte, une valeur symbolique entre guillemets, puisqu'on tient compte des loyers déjà versés. Ça veut dire que c'est un mode de financement. C'est une modalité de financement. L'administration fiscale ne s'est pas encore positionnée sur ce sujet-là, mais d'un point de vue fiscal, elle ne pourra pas faire une analyse contraire à celle qu'elle fait pour de crédit bail. Parce que là, on a une vraie jurisprudence, on connaît bien les règles, nous les fiscalistes, en matière de crédit bail. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que le crédit bail sur un œuvre d'art, c'est pas possible, puisqu'on ne peut faire du crédit bail que sur des biens productifs. Et pas sur des œuvres d'art, puisque je rappelle, l'œuvre d'art, c'est pas un bien productif, on n'a pas besoin on a besoin d'une œuvre d'art pour décorer, mais c'est quand même pas le même statut qu'une photocopieuse ou une imprimante. D'accord. Alors la location pourrait être intéressante, mais j'y vois. Alors la location longue durée, pour moi, est pertinente. La location avec option d'achat pose certaines craintes, à mon sens. C'est que une œuvre d'art n'est pas un bien amortissable. Donc un bien amortissable, d'un point de vue comptable et fiscal, c'est un bien qui perd de sa valeur au fil du temps et au fil de son utilisation.
C'est l'inverse, normalement, avec une œuvre Voilà. d'art. C'est la Ça raison pour fonctionne. laquelle, si vous voulez, d'un point de vue fiscal et comptable, on se dit que quand un bien perd sa valeur, si vous en aviez été, c'est quand vous louez avec option d'achat ou un crédit bail un bien meuble qui perd sa valeur, on se dit que vous auriez été capable, si vous en aviez été propriétaire dès le départ, de pratiquer un amortissement. Donc l'amortissement, c'est une déduction qu'on fait chaque année sur la durée d'utilisation du bien. Donc, parce que si ça avait été un bien amortissable, on aurait pu déduire un amortissement, on autorise ceux qui font de la location avec option d'achat ou de crédit bail à déduire cette quote-part le loyer correspondant à l'amortissement du bien. Sur une œuvre d'art, l'amortissement, je ne le vois pas forcément. Ouais, je ne le vois pas du tout, parce que c'est clairement un bien non amortissable, qu'on peut provisionner dans certains cas, mais qu'on ne peut pas déduire par le biais d'un amortissement. Ophélie, excuse-moi, j'ai une remarque sur Facebook. Pourtant, l'œuvre s'use à la lumière, à la poussière, etc. Comme quoi, elle perdrait en fait. Mais bon, il manque toujours cette notion d'utilité. En fait. Fiscalement, fiscalement, enfin, le droit fiscal ne la voit pas comme ça. Alors après, ça va être un débat à porter, mais on peut pas dire que d'un point de vue fiscal, c'est pas amortissable. D'ailleurs, c'est comme des titres de participation. Quand on détient des titres dans une société, si elles perdent de la valeur, on constatera une provision, mais on n'amortit pas des titres de participation. Et mon souci par rapport à cette location avec option d'achat, c'est que si on ne peut pas, si on n'est pas amortissable, justement, la possibilité de déduire les loyers, c'est parce que c'est lorsqu'on est afférent lorsque la location avec option d'achat porte sur un bien amortissable. Et comme on n'est pas un bien amortissable, je pense même que l'administration fiscale pourrait être en droit de considérer que les loyers ne sont pas déductibles. Parce que à terme, on est propriétaire d'un bien que si on l'avait eu dès le départ, on n'aurait pas pu en déduire l'amortissement. Donc fondamentalement, c'est pour cette raison-là que moi, d'un point de vue fiscal, mais qui n'engage que moi, j'ai mis beaucoup de réserves, plus que des réserves. Et puis, d'autre part, on ne peut, là aussi, on peut pas dire, enfin, c'est plutôt dangereux de dire à des professionnels qu'à la fin, ils pourront lever l'option d'achat à titre personnel et pour un prix réduit, du coup, se substituer à l'entreprise et considérer qu'ils auront acheté une œuvre d'art qui voudra bien moins cher parce que l'entreprise professionnelle aura déduit les loyers, enfin, aura payé les loyers afférents. Oui, c'est un cumul de... Ouais. On se fait un patrimoine personnel avec l'argent de la société. Oui, c'est moyen. Ouais, c'est moyen. Mais en revanche, l'entreprise peut racheter l'œuvre à la fin. L'entreprise peut faire de la location longue durée. Ouais. Bon, après, il y a d'autres astuces qui peuvent être remises en cause. On peut penser que c'est de la vente à tempérament parce que forcément, à terme, l'entreprise va acheter l'œuvre. Enfin, il y a plein de sujets sur cette location d'œuvres d'art avec option d'achat. Je comprends tout à fait que ce soit intéressant et qu'il faut intégrer de l'art en entreprise. C'est vraiment louable, c'est vitable. Je pense que, à mon sens, la location longue durée se défend largement. La location avec option d'achat, fiscalement, me paraît, pour les raisons que je vous ai citées, notamment cette notion de bien amortissable ou de bien non amortissable, me paraît un peu plus délicate. Voilà. Et surtout, ce qui me paraît encore plus délicat et plus contestable, c'est le fait qu'on puisse acquérir un professionnel, à titre personnel, puisse acquérir une œuvre d'art payée et déduit par sa société. Voilà les points que je voulais. Il faut faire attention au moment où on souscrit à ce type de contrat. Il faut vraiment faire attention à tous ces éléments pour être évidemment dans le cadre de la loi. Et mais bon, on a dit et redit, mais effectivement, l'idée en soi est super, est très intéressante. Après, c'est au cas par cas. Moi, je vous dis juste les points que j'ai étudiés, que j'ai relevés en tant qu'avocat fiscaliste. C'est surtout ça. C'est appliquer, quand quelque chose n'existe pas, on applique les principes généraux du droit fiscal. Et les principes généraux du droit fiscal sont ceux que je vous ai cités. Okay. Après, faut peut-être remonter l'info auprès
du législateur pour qu'il puisse aider les entreprises à mettre en avant et à valoriser le patrimoine artistique et culturel de la France. Ce serait une belle et riche idée, effectivement. Voilà. Ok. Bon, on n'a pas trop de retours et de commentaires sur ces sujets. Je pense que ça viendra probablement par la suite. Ouais, Donc, tout à fait. à suivre. Là, on a encore un commentaire de François Dugue. Pourtant, Oui. pour une voiture, le chef d'entreprise peut lever l'option d'achat. Je l'affiche. Ouais, enfin là, on est en train de parler d'œuvres d'art, on ne parle pas de véhicules. On n'a pas parlé de véhicules de collection, mais bon, non. je ne pense pas que ce soit le sujet. Là aussi, je suis pas Bon, convaincue non plus du truc, mais bon, je sais que ça se fait. Je sais que ça se fait. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet de ce jour, même si effectivement, on essaie de faire des comparaisons. Attention, un véhicule, c'est un bien amortissable. C'est la raison pour laquelle la LOA. C'est le point le plus important que je retiens, moi, de ton propos, c'est effectivement cette notion d'amortissement qui s'applique en toute logique à des photocopieurs, à des véhicules, etc. Je suis pas certaine que les loyers, voilà. Alors après, je suis pas certaine que les loyers, voilà. Moi, ce que je dis, c'est surtout que je suis pas certaine que les loyers, dans le cas d'une location avec option d'achat, soient déductibles. Et là, c'est un peu embêtant de faire qu'une entreprise, un professionnel, passe des charges qu'il ne pourra pas déduire. Bon, mais après, c'est son choix, hein, après. Okay. Après, ce seront des dépenses qui ne seront pas déductibles. C'est tout. Donc, on peut tout à fait faire cette location avec option d'achat, mais en ayant en tête que les loyers ne seront pas déductibles. Donc, le premier conseil, c'est effectivement de se renseigner et de se faire accompagner sur ces sujets avant de. Oui, on peut faire autrement. Il y a plein d'autres stratégies. Beaucoup d'entreprises conseillent le font, hein, donc sur la location longue durée, tout à fait faisable et pertinente. D'accord. Mais voilà, je ne vous donne que mon avis de spécialiste. Ok. Bien. Donc, comme je disais, on n'a pas forcément beaucoup de questions. Il y en aura probablement par la suite dans les commentaires qu'on peut laisser ici sous la publication du live. Il y a évidemment la possibilité de poser vos questions sur le site dans la rubrique conseil. Est-ce que on aborde la suite des prochains sujets? Est-ce que tu veux compléter un petit peu ce premier webinaire par Oui, bah écoutez, ravi de voir que ça a très très bien fonctionné, qu'on nous sommes nombreux sur la toile à être intéressés par la fiscalité du marché de l'art. Hein. C'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, qui permet de faire plein de choses sympathiques malgré tout. Hein. Pour une fois, la fiscalité a ces avantages-là. Le prochain webinaire que nous allons organiser sera plus dédié pour les galeries et comment fonctionne la notion de TVA sur la marge, pas la marge, les exportations, les importations d'œuvres d'art. Donc, on sera un peu plus focalisé sur les artistes et les galeristes. Oui, ce sont des sujets qui, encore une fois, qui ont déjà été abordés dans les conseils qui sont publiés sur le site, mais on reviendra dessus et on répondra donc en live. Voilà. Et puis n'hésitez pas si pour les visiteurs qui souhaitent avoir des thématiques proposées avec Guillaume, nous pourrons volontiers. en proposer. Il y a pas mal de sujets. Il y a la TVA, je pense qu'on aura probablement, on y reviendra certainement à un moment ou à un autre parce que c'est un sujet qui est important et qui nous concerne tous. Enfin tous, en tout cas une majorité. Il y a aussi le sujet de la RGPD qu'on évoquera peut-être. Je suis en train de voir pour mettre en place peut-être un petit webinaire là-dessus, sachant que la date limite est le 25 mai, donc ça vient très très vite. Mais voilà, donc encore une fois, s'il y a des thématiques, des questions, des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas, vous laissez vos commentaires sous cette publication. Vous pouvez également le faire sur le site, bien évidemment. Ophélie, un dernier mot peut-être? Ouais, un dernier mot, c'est voilà. Donc, ce qui est important quand même, c'est notamment par rapport aux collectionneurs et aux plus-values qu'ils peuvent réaliser, c'est vraiment important d'avoir une traçabilité à la date d'acquisition de l'œuvre d'art. 22 ans, c'est long, mais ça passe vite. Et c'est vrai que beaucoup de mes clients se retrouvent confrontés à ne pas pouvoir prouver cette date d'acquisition. Donc, je vous invite à garder toutes les traces possibles des mails, des attestations,
des enveloppes cachetées, timbrées derrière. Enfin, il y a plein de petites stratégies qui coûtent pas grand-chose pour montrer qu'on a bien eu l'œuvre d'art à tel prix et depuis telle date. C'est Ouais. un vrai sujet. Enfin, tu l'as soulevé à plusieurs reprises dans les réponses que tu as faites Ouais. aux internautes. Cette notion de preuve de date d'acquisition, c'est effectivement essentiel. C'est essentiel pour tout. De plus en plus maintenant, il y a des vrais problèmes d'authenticité des œuvres d'art. Donc, il faut vraiment vous ménager toutes ces preuves-là qui vous aideront à valoriser vos biens pour les revendre après, parce que l'acquéreur cherchera à avoir cette authenticité-là. Donc voilà, faut vraiment être très vigilant. Ouais. Oui, c'est aussi important pour les histoires d'assurance. Oui. Si on veut, assurance, assurer ses œuvres d'art, c'est aussi l'assurance. J'en profite, c'est aussi un sujet qu'on abordera très prochainement dans nos webinaires parce que c'est évidemment très très important. On n'en parle pas plus aujourd'hui. Ophélie, là j'ai une question. Je sais pas si tu souhaites y répondre. Je vais essayer de la publier. Attends. Waouh. Donc bonjour, je suis en train de monter une agence qui fabrique des produits dérivés pour des artistes sur lesquels ils toucheront des royalties. À partir de quel montant annuel les artistes devront payer des impôts? Puis-je leur faire des virements mensuels de ces 10 royalties sans problème légaux? Les royalties, ça dépend. Ouais, c'est pas toujours le même régime, donc je peux pas répondre directement à cette question parce que ça peut être. En principe, si on considère que c'est des bénéfices non commerciaux, on doit les déclarer dès le premier euro. Voilà. Mais après, ça peut être qualifié d'une autre façon, traitement SLR ou autre. Ça mérite réflexion là-dessus. Ophélie, j'ai encore une question de François Hugues qui continue sur la LOA. Si on part quand même sur la LOA et que le chef d'entreprise achète l'œuvre à son terme, en cas de cession, sur quelle valeur se base la plus-value, le montant initial de l'œuvre ou la valeur de l'option d'achat? Alors, attendez, si on part quand même sur une LOA, donc c'est-à-dire que le chef d'entreprise, et que c'est lui qui achète son œuvre d'art. A priori. La plus-value, ça sera, si tel était le cas, la plus-value, ça serait le prix de vente, donc le prix à laquelle le chef d'entreprise va vendre l'œuvre, moins le prix d'acquisition, c'est le levé de son option. D'accord. Ok. Si on fait ainsi, voilà. Son prix d'acquisition à lui. Ok. Bah, c'est clair. Voilà, on va peut-être terminer là sur ce premier webinaire. Bon, j'espère que ce premier rendez-vous vous aura été utile. Je remercie chaleureusement Ophélie, évidemment, pour tous ces conseils. Merci à vous d'avoir été nombreux. Depuis plusieurs années désormais sur Acheter de l'art. On a encore plein de sujets à traiter. Et le droit fiscal et l'art est un vaste sujet. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous poser des questions, à commenter. On tâchera d'y répondre, bien évidemment, soit directement sur le site, soit sous l'article, soit peut-être lors du prochain webinaire. Donc, on n'a pas encore de date. A priori, dans 2 semaines, ce que disait Ophélie sur tout ce qui concerne les galeries, on espère qu'on pourra vous proposer ça. D'ici là, donc, vous pouvez évidemment nous suivre sur tous les réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'infos sur ces différents sujets et continuer à nous poser vos questions. Voilà, très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous.